la notion de réalité virtuelle dans la pédagogie. Pourquoi faire? Pourquoi la réalité virtuelle? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Avec un petit focus, mais il nous l'expliquera sur voilà, cette notion d'avatar dans l'enseignement. Donc, pour rappel, Jean-Christophe Sagdagon, maître de conférence, chercheur en psychologie cognitive, et puis peut-être, mais il se présentera aussi peut-être en informatique, hein, quand même, il y a un petit accès informatique, donc sur l'université et l'INSPE de Toulouse. Et Jean-Christophe est parti du laboratoire clé, et puis il est co-responsable du master IFEN de l'INSPE de Toulouse, et puis de plein d'autres choses. Donc Jean-Christophe, avec un petit peu de retard, désolé, encore une fois, eh bien, on vous écoute je pense qu'il y aura des questions qui suivront après. Donc, voilà, on vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci Alain, merci à toutes et tous d'être là. Donc Alain m'a bien présenté. J'ai un petit peu la double compétence, on va dire, puisqu'à la base j'ai un doctorat en informatique, mais je suis chercheur en psychologie cognitive, co-responsable d'un master e-learning, on va dire à l'INSPE de Toulouse, et une grande partie de mes recherches au laboratoire clés sont faites sur les comment on peut utiliser la réalité virtuelle pour améliorer l'apprentissage. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la réalité virtuelle. Tout le monde ne sait pas trop ce que c'est, donc il y aura une première partie pour avoir des mots communs, bien définir les choses. Ensuite, je vous dirai un peu qu'est-ce qu'on peut faire pour, euh, pour enseigner, en quoi ça peut nous servir. Je vous donnerai aussi un point de vue, au-delà du point de vue pratique, le point de vue scientifique, on va dire, autour des disciplines comme la psychologie cognitive, les sciences de l'éducation et les EIH, environnement humain pour l'apprentissage. Et puis, je ferai, puisque si j'ai bien compris, dans ces conférences, il y a aussi une dimension recherche, je vous ferai un focus recherche sur mes recherches sur l'effet de l'avatar, non pas celui qu'on voit souvent le sien, mais celui de l'enseignant quand on suit un cours en réalité virtuelle ou pas. Donc, voilà, vous avez en gros mon plan, je les anticipe toujours, c'est mon petit défaut à l'oral. Donc, la réalité virtuelle, on va essayer d'avoir des mots communs. Donc, la réalité virtuelle tout court, ben, c'est simplement un ensemble de technologies qui permettent de créer des mondes virtuels, une réalité alternative, dans laquelle il va y avoir un espace physique, donc qui pourrait être un sol, mais on pourrait être sur une autre planète, on pourrait être à l'intérieur d'un laboratoire, ou à l'intérieur du corps humain. On peut imaginer une visite du corps humain en réalité virtuelle, mais il y a toujours un espace autour, et s'il n'y en avait pas, en fait, ça rend les gens malades quand vous êtes avec un casque, c'est pour ça, entre autres, qu'il y en a, hein. Et puis, vous allez avoir à l'intérieur eh bien, des objets euh, animés, euh, peut-être des entités sentientes, sensibles, qui vont être dans cet espace. Il faut bien garder en tête que cet espace, il peut être totalement réaliste ou complètement fictif, en fonction de ce qu'on veut faire. Ça veut dire que vous pouvez rentrer dans un cartoon, dans un jeu vidéo, euh, qui va être pas du tout réaliste, mais vous serez dans ce monde alternatif. De la réalité virtuelle, on peut en faire avec un simple PC ou Mac ou son smartphone, sans vision stéréoscopique. Maintenant, par abus de langage, pratiquement tout le monde parle de réalité virtuelle, quand en réalité, on parle de réalité virtuelle immersive. Donc, dans la réalité virtuelle immersive, vous n'avez pas juste un grand ou un petit écran, vous allez avoir généralement un casque qui va vous faire croire que vous êtes vraiment ailleurs dans ce monde. C'est pour ça qu'on parle d'immersion. L'émission sonore, elle va être stéréoscopique aussi en général, c'est-à-dire que si vous avez quelqu'un à votre droite, eh bien, vous n'entendrez qu'avec votre oreille droite. Donc, on est immergé dans ce monde numérique de réalité virtuelle. On peut interagir avec lui. Donc voilà, donc ça, c'est ce dont je vais parler aujourd'hui.
Je ne parlerai pas particulièrement de ces caves dans lesquelles ça projette tous les murs, mais qui font à peu près le même effet. Qu'est-ce qu'il nous faut pour avoir cette réalité virtuelle immersive? Eh bien, il nous faut des lunettes stéréoscopiques. Elles vont en général masquer l'environnement parce que sinon, c'est pas immersif. Et là, on peut voir que un abus de langage, on parle souvent des technologies immersives, et les gens parlent de technologies immersives avec des choses où vous voyez tout le reste. Ben non, c'est pas de là, c'est pas de l'immersion, c'est autre chose. Pour que on soit immergé, il faut évidemment qu'on nous bloque, pas qu'on nous bloque la tête comme chez le dentiste, il faut qu'on puisse la tourner. Et pour qu'on puisse la tourner, eh bien, il faut qu'il y ait un suivi de notre tête. Et à ce moment-là, le décor va bouger avec nous. Et donc, ça correspond à des degrés de liberté. Si je reviens avec mon image du dentiste, vous ne pouvez pas bouger la tête, vous ne pouvez pas bouger vous. Votre corps, vous ne pouvez pas vous déplacer dans le cabinet quand vous êtes sur son fauteuil. Mais si on a 3 degrés de liberté, ce qu'on va voir dans la diapo suivante, on va pouvoir regarder dans toutes les directions. Pour ça, qu'est-ce qu'il nous faut? Eh bien, l'équipement minimal, c'est un simple casque en carton. Alors, j'aurais pu changer mes diapositives maintenant pour le double de ce prix-là, on en trouve en plastique, dans lequel vous mettez votre smartphone qui contiendra un gyroscope qui permettra le suivi de la tête, comme je disais dans la diapositive précédente, et qui vous permettra de rentrer dans un monde de réalité virtuelle. Et on trouve plein de choses intéressantes pour la pédagogie, rien qu'en faisant comme ça, sans avoir à acheter un casque de réalité virtuelle complet. On aura alors 3 degrés de liberté, comme on le voit sur ce schéma-ci. Ça peut être encore mieux, cette réalité virtuelle, si on a aussi un contrôleur, une télécommande qui va avoir 3 degrés de liberté, comme le casque. Ça va vous servir de pointeur, un peu comme quand vous faites un diaporama et vous pourrez montrer des choses, mais vous pourrez simuler des outils, avoir l'impression d'avoir un pistolet ou quelque chose qui vous permet de sélectionner des choses. Ça aura cette apparence-là si vous avez 3 degrés de liberté. Maintenant, c'est encore mieux si on en a 6 degrés de liberté. Et donc, on passe de la partie de gauche où j'avais mes 3 degrés à celle de droite où vous voyez les flèches rouges. Eh bien, j'ai mon casque sur la tête. En plus de pouvoir regarder dans toutes les directions, je peux avancer avec vers la droite, la gauche, monter dans un escalier et le casque s'apercevra que je me suis déplacé et donc l'image changera. Et donc, vous aurez encore plus l'impression d'être immergé. Ça sera réaliste. Il y aura une correspondance entre les mouvements de votre corps et ce que verront vos yeux. Ça ressemble à quoi, ce que je viens de dire, avec ces 6 degrés de liberté? Eh bien, le plus commun, ce sont ces casques Meta Quest 2, 3, 3S, qui sont des choses à des prix abordables. Hein. Ça, les moins chers tournent autour de 300 €. Donc, ça reste abordable. Et vous avez ces 6 degrés de liberté dans vos casques qui, avec, je pense que vous voyez ma souris, j'espère que oui, j'imagine que oui, avec les petites caméras, grâce à ça, ils savent où vous êtes dans votre pièce si vous n'êtes pas dans le noir. Et c'est un peu la même idée, mais symétrique pour les contrôleurs. Ils savent, le contrôleur, eh bien, le casque, c'est si vous avancez, et si votre contrôleur, c'est votre main droite, eh bien, si vous faites avancer votre main droite plus en avant de 50 cm, eh bien, ça va s'en apercevoir. Donc voilà ce qu'il nous faut pour la réalité virtuelle. Si on veut aller encore un peu plus loin, et ça nous intéressera pour l'apprentissage, eh bien, on peut avoir la reconnaissance des mains par les petites caméras que je vous ai montrées du casque. Et ça sera aussi possible, et c'est possible avec des casques les moins chers possibles qu'on trouve sur le marché. Alors maintenant, on nous parle souvent de réalité mixte. Qu'est-ce que c'est que cette réalité mixte? Je vous montre ici un schéma écrit par des scientifiques qui vous montre ce continuum. Alors, il manque le bout de ma flèche ici qui va du réel jusqu'au virtuel. Si vous êtes en réalité virtuelle, vous êtes ici. Les éléments sont virtuels, le monde est virtuel,
que ce soit visuel ou sonore. À l'autre bout, c'est la réalité, à gauche. Je n'ai pas de casque. C'est le monde réel. Eh bien, entre ces deux extrémités, ces deux extrêmes, il y a ce qu'on appelle la réalité mixte. Par exemple, la réalité augmentée. Vous savez que certaines voitures haut de gamme affichent la vitesse à laquelle on roule sur le pare-brise et pas sur le compte-tours classique. Eh bien, quand je regarde mon pare-brise devant moi, c'est de la réalité augmentée. J'ai des éléments virtuels qui sont ajoutés à la réalité. À l'opposé, eh bien, euh, l'autre extrémité de la réalité mixte, si j'ai un environnement complètement virtuel et je vais rajouter quelques éléments visuels réels. Par exemple, dans mes, dans, dans mes recherches, parfois je fais ouvrir une petite fenêtre réelle où les participants attrapent de la nourriture réelle qu'ils mangent dans un monde virtuel. Ça, c'est de la réalité qui va être augmenté, mais on est du côté le plus virtuel. Ça, c'est la réalité mixte. La réalité mixte, vous allez pouvoir la rencontrer avec deux types d'appareils. Avec, comme sur la partie de gauche de mon écran, de ma diapositive, avec le plus commun, ce sont les Microsoft HoloLens. Ce sont des lunettes, on voit à travers, mais il y a une projection sur les verres. Ça, c'est une extrême. Et l'autre extrême, c'est un casque comme ceux que je vous ai montré tout à l'heure. Et simplement, avec les caméras, ils ont des caméras couleurs qui nous reprojettent à l'intérieur le monde réel. Si vous êtes dans le premier cas, le monde réel, il est parfait. Vous voyez à travers des lunettes qui sont comme des lunettes de vue. Et on a des petits objets virtuels, pour l'instant. Pour des raisons technologiques, pour l'instant, ils sont petits. À l'autre extrême, on va voir une image qui est virtuelle, qui va être de très bonne qualité, et c'est comme si on regardait à travers une webcam. Ça sera un petit peu moins bon, ça va s'améliorer, et puis c'est un peu plus gros comme périphérique, euh, on va dire. Si on est dans un contexte éducatif, il faut se dire qu'on a d'un côté quelque chose qui vaut 300 euros et de l'autre 2 000 à 3 000 euros. Donc voilà, on n'est pas forcément en possibilité d'utiliser des choses aussi chères quand on fait de la pédagogie. Je ne peux pas ne pas parler du métaverse ou métaverse. Le métaverse, c'est quoi? C'est un réseau de mondes virtuels qui ont la particularité d'être persistants, dans lequel vous allez pouvoir rencontrer d'autres personnes, dans lequel vous allez pouvoir partir et revenir. Persistant, ça veut dire que si vous y avez été, vous avez, je ne sais pas, acheté une maison, construit un décor, ben, il sera toujours là. Vous avez acheté un terrain de 2 hectares dans ce monde virtuel, il sera toujours à vous. N'avez pas été correct ou vous avez été très sympathique avec tout le monde, ben, on va s'en rappeler. C'est ça l'idée du métaverse. Et vous pouvez avoir des métaverses de différentes formes, et ça n'a pas besoin d'être réaliste, comme je le disais tout à l'heure. Et donc, j'en reparlerai quand je parlerai plus spécifiquement de la pédagogie. Comment est-ce qu'on met en œuvre ces choses que je viens de décrire euh, pour une activité pédagogique? Alors déjà, c'est quoi les solutions qu'on a pour enseigner? Ben, vous en avez en gros trois types pour l'instant. Ça évoluera peut-être dans le futur. Vous avez des solutions toutes faites qui vont être bien adaptées à un apprentissage précis, par exemple, apprendre à cuisiner un plat donné ou apprendre à utiliser une machine-outil en atelier, apprendre à utiliser une scie, un microscope électronique euh, en biologie. Mais ça sera clé en main, ça sera fait pour un apprentissage et donc il faudra que ça corresponde à votre besoin. Parfois, c'est fourni avec un portail qui permet de superviser vos élèves. Parce que si vous avez 5 élèves ou 10 qui travaillent en parallèle, vous ne voyez pas leur écran,
Et donc, la supervision, c'est quelque chose d'important. Ça, c'est le premier cas. C'est des solutions toutes faites. C'est comme vous achetez un logiciel pour un ordinateur. Vous allez avoir des solutions qui vont être développées sur mesure. Vous avez un besoin précis. Il n'y a rien pour votre enseignement. Vous voulez enseigner comment telle molécule s'attache à telle autre en chimie. Et s'il n'y a rien et que vous avez un projet très clair, eh bien, le problème qui va y avoir, c'est qu'il va falloir demander à des informaticiens de faire ce travail. Et le coût de développement, il va être très important parce que développer pour la réalité virtuelle, c'est plus compliqué que développer pour un Mac ou un PC, et donc ça va avoir un coût important. Et en général, les équipes d'ingénierie pédagogique dans les établissements publics, au moins, eh ben, n'ont pas d'ingénieurs pédagogiques spécialisés qui savent faire du développement en VR. Et donc, ça a un coût important. Si vous faites de l'enseignement pour une société privée, c'est peut-être jouable. Et maintenant, la solution dont je vais vous parler le plus d'un point de vue pratique, c'est des solutions do it yourself. C'est pas du bricolage, mais il y a des solutions qui permettent à des enseignants, tout venant, sans qu'ils se transforment en informaticiens, de concevoir des modules pédagogiques à partir de vidéos à 360 degrés. Je vais développer ça dans les diapositives qui suivent. Il n'y a pas encore beaucoup de solutions, hein. Je vous parlerai d'une qu'on utilise dans l'INSPE où je suis et qui commence à être pas mal utilisée. Et ça devrait normalement se développer dans le futur, mais c'est vraiment la façon la plus facile pour un enseignant de faire de la pédagogie avec la réalité virtuelle. Alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble une solution clé en main pour un métier particulier. Dans ces solutions clés en main, donc, tout comme dans des solutions qu'on ferait pour vous à votre demande, eh bien, les interactions les plus complexes sont possibles. On peut avoir des outils, appuyer dessus, se déplacer, les tourner. On va pouvoir faire absolument n'importe quoi. Donc, je vous montre cette courte vidéo. Alors, j'ai deux exemples. J'ai pas d'action ni chez Membus ni chez Uptail, mais c'est représentatif et ça vous montre un petit peu ce que vous pouvez faire. Le système Polyprod est une unité de conditionnement permettant le dosage et le bouchage de produits, gel douche, crème de jour dans des pots ou des flacons de la ligne de production Hermès. Ça, c'est ce que voit l'apprenant quand il est en réalité virtuelle. Et puis, vous allez voir des exercices. Flex, Ectueux. Donc, après avoir visualisé des choses, bien entendu, on peut lui poser des questions. C'est pas parce qu'on est en réalité virtuelle qu'on doit sortir du casque pour répondre à des QCM. Vous êtes chargé de remplacer KM2, voici l'ordre de travail. Donc là, vous voyez, donc j'ai raccourci beaucoup les étapes pour que ce soit un peu représentatif. Vous voyez les instructions qu'a l'apprenant. Et ça, c'est sa main. Donc ici, ça pourrait être le contrôleur ou sa vraie main. Et quand il la regarde en réalité virtuelle, eh bien, il voit ce qu'il doit faire. Donc ici, il prend son équipement avant d'aller partir en mission. Il rentre dans l'atelier et il a ses instructions. Donc là, ici, il faut vous imaginer que l'apprenant, il est avec un casque et il ne bouge pas. Il est assis sur un fauteuil ou éventuellement, il serait dans une grande pièce vide. Bon, il y a l'interaction avec les outils. Il peut le poser, il prend le rouleau. De protection individuelle.
Donc là, c'était une formation pour électricien, donc qui a le côté chantier où il doit se protéger, protéger les autres, et il va devoir faire des réparations aussi. Donc, ce qu'il faut vous dire, c'est que si vous vous projetez en train de faire une formation, ce qu'on voit là, c'est un entraînement. Mais dans la même situation, si vous êtes dans la partie formation initiale, ben, ça va le faire rentrer, ça va lui dire où il va, ça va lui montrer l'appareil. Donc, vous avez toutes les étapes qui sont possibles. Ici, ce que je montre, c'est un entraînement parce que c'est ce qui est le plus parlant. Et donc, à la fin de cet entraînement, il réussit les choses. Va aller voir s'il a réussi. Et donc, vous avez ce panneau qu'on a vu juste avant qui lui montre qu'il a réussi à 97% son succès. Et si l'application permet la supervision, comme celle-là, eh bien, l'enseignant va pouvoir voir les résultats de chacun de ses étudiants, qu'est-ce qu'il a réussi, qu'est-ce qu'il n'a pas réussi, et peut-être qu'il va pouvoir voilà, faire un briefing, pas en réalité virtuelle. Maintenant, la solution où c'est vous qui allez réaliser votre séquence pédagogique. Donc, bon, moi, je vous donne des exemples de la société Uptail, mais il y en a quelques autres, pas beaucoup encore, mais je pense que la concurrence devrait se développer. Et donc, ici, vous n'avez pas besoin de compétences particulières. Vous allez pouvoir utiliser une caméra 360 degrés pour filmer le lieu où vous voulez que se passe la séquence pédagogique, mais vous pouvez aussi utiliser des vidéos que vous trouverez sur Internet. Par exemple, si vous avez s'il existe une vidéo en 360 degrés, et je vais expliquer après exactement qu'est-ce que ça veut dire, euh, d'un site archéologique à l'étranger, bien vous, le prof d'archéologie ou d'histoire de l'art, vous allez pouvoir intégrer cette vidéo et y mettre à l'intérieur de la pédagogie. Comment vous ferez ça? Ben, vous utiliserez des outils qui ressemblent un peu à Moodle ou H5P pour poser des questions, mettre des QCM, faire des choses comme ça. On va le voir un peu plus en détail après. Et la grosse différence avec ce qu'on a vu avant, c'est que les interactions complexes avec des outils, ben, elles seront très limitées. Vous n'allez pas pouvoir dérouler le bandeau, mettre les deux, le testeur électrique, connecter les deux embouts conducteurs. Vous n'allez pas pouvoir faire ce genre de choses-là, mais vous allez pouvoir faire quand même pas mal de choses. Je vous l'illustre par une petite vidéo et puis je l'explique. Donc ici, ça c'est un enregistrement qui a été fait avec une caméra 360 degrés à l'intérieur d'un atelier, une fois de plus. Et la personne, eh bien, elle peut choisir là le casque. Donc vous voyez, ça ressemble un peu à ce qu'on avait fait, mais il y a juste un clic. Ça peut montrer comment on fait les choses. Et ça, c'est l'interaction vraiment la plus complexe qui soit. On peut choisir, cliquer sur des icônes. Vous pouvez faire donc entraîner n'importe qui, hein, que ce soit des élèves euh, ou des travailleurs. Vous n'êtes pas obligé d'aller sur le lieu, hein, donc ça peut être un lieu quelconque. Et donc ce lieu, que ce soit un hôpital, un laboratoire de microbiologie, un collège, ben, vous allez le filmer avec une caméra 360 degrés, ça ressemble à ça. Ces petites boîtes. Donc, vous voyez, c'est pas très gros. On peut l'amener n'importe où. Et, oups, excuse-moi. Et une fois que vous avez enregistré vos vidéos,
eh bien, vous allez rentrer dans quelque chose qui ressemble à un LMS, à Moodle ou autre, et vous allez scénariser, vous allez dire j'ai cette vidéo, ce bout de vidéo, ensuite j'ai tel autre. En fonction de ce qu'a répondu l'apprenant, à votre question de QCM que vous allez pouvoir faire comme ça directement sur Internet, ça pourra aller vers une vidéo ou vers une autre, par exemple. Donc ça va ressembler à ça, la construction, hein. Donc c'est pas des environnements très compliqués. Là, on pose des points d'intérêt. On dit les endroits qu'on veut qu'ils soient sélectionnables, où est-ce qu'on met des objets 3D. Et ensuite, eh bien, les apprenants, ils vont mettre le casque et ils vont rentrer dans votre application. Et ensuite, eh bien, voilà, ils pourront sélectionner le moteur en fonction de ce qu'on a scénarisé, répondre aux questions, aux exercices. Et on aura aussi une supervision pour pouvoir voir. Ça veut dire que vous pouvez avoir 5 étudiants, élèves qui travaillent en même temps sur votre solution. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une vidéo ou une photo à 360 degrés? Eh bien, c'est une vidéo ou une photo, ça vous comprenez, qui permet de regarder dans toutes les directions. Ça, on peut le regarder avec un casque de réalité virtuelle, mais vous avez peut-être utilisé Street View dans son mode où on peut regarder dans toutes les directions. Eh bien, c'est pareil, une photo ou une vidéo 360 degrés, vous pouvez la regarder avec un smartphone ou une tablette sans casque, et vous pouvez le regarder évidemment avec un ordinateur et une souris. Nous, on est dans le thème où on s'intéresse à la réalité virtuelle. Et ça veut dire que votre apprenant, il va être immergé dans la vidéo ou dans la photo. Il va pouvoir regarder dans toutes les directions. Et par contre, il va pas pouvoir se déplacer. Mais si vous, avec la caméra, vous avez changé les angles, ou vous vous êtes déplacé, eh bien, il se déplacera avec vous. Et si vous allez trop vite, ben, vous allez le rendre malade. Donc, il faudra éviter d'aller trop vite. Donc, ça, c'est comme faire un petit reportage. Et donc, vous vous imaginez avec votre petite caméra et vous faites visiter le laboratoire de physique ou de chimie la première fois pour que les élèves ne fassent pas de bêtises, comprennent là où il ne faut pas toucher, ce qu'il faut faire. Eh bien, vous allez euh, vous promener et puis après, vous leur passerez cette vidéo. Et en éditant, par la suite, vous allez pouvoir montrer, rajouter des points d'intérêt, POI, Point of Interest, sur les choses dangereuses, par exemple, ou identifier des zones et leur demander de les retrouver. Donc, tout comme les casques, vous voyez, une caméra 360 degrés, ça vaut tous les moins chers, tourne autour de 300 euros. Donc, ça reste des choses qu'on peut faire acheter à un établissement. Avec des solutions logicielles, donc via Internet, comme celle que je vous ai montrée de Uptail, vous allez pouvoir positionner des questionnaires, des QCM, au milieu de votre vidéo. Donc, la vidéo va s'arrêter ou pas, c'est vous qui le déciderez. Vous allez pouvoir enregistrer des audios de l'apprenant, c'est-à-dire que par exemple, vous allez lui poser une question, il va vous répondre à l'oral et vous identifierez s'il a dit tel ou tel mot-clé qui sont importables, donc, qui sont importants, pardon. Et vous pourrez faire des scénarios de type arborescent, comme Black Mirror de Netflix, si vous vous en souvenez. En fonction de mes réponses, ben, le scénario va aller dans un sens ou dans un autre. Moi, j'ai fait des dispositifs recherche, par exemple, où on avait un agent de SAV de grands supermarchés et il avait un client en colère qui arrivait et il fallait qu'il choisisse quoi lui répondre et en fonction de ce qu'il lui répondait, eh bien, le client redevenait sympa et se calmait ou s'énervait de plus en plus, et vous pouvez imaginer le scénario. Alors, ça demande évidemment de multiples enregistrements, mais ça reste tout à fait faisable pour nous, sans avoir un équipement complexe. À quoi ça peut servir d'un point de vue pédagogique? Eh bien, par exemple, analyser une situation dangereuse dans un laboratoire. C'est utilisé par les pompiers, par exemple, aussi.
Ça peut servir pour montrer des sites où on n'a pas le droit d'accéder encore. Vous imaginez une centrale nucléaire et vous formez vos futurs opérateurs. Dans un premier temps, vous ne les faites pas rentrer pour pas déranger les gens qui travaillent. Eh bien, vous allez pouvoir le faire comme ça en rentrant une fois avec votre caméra 360 degrés. Vous allez pouvoir les mettre en situation, leur poser des questions. Et vous pourrez bien sûr leur faire découvrir des lieux, des outils, des environnements qui ne sont pas forcément accessibles. Comme je le disais, la limite, c'est qu'on ne pourra pas se déplacer nous-mêmes. Le caméraman pourra se déplacer dans l'endroit qui filme, mais nous, on ne pourra pas se déplacer. On pourra dire, je veux aller à telle autre scène en cliquant. Et à ce moment-là, on ira à un autre endroit. Et au niveau des interactions, eh bien, on pourra sélectionner une zone, prendre un objet, le mettre à un autre endroit, mais ça n'ira pas plus loin. Donc voilà, ça on va dire, c'était les limites de ces choses-là qu'on peut faire assez facilement. Tout à l'heure, Alain a cité des projets qui sont faits, pas avec cette solution, je pense, mais avec des vidéos en 360 degrés. Je vais vous donner le point de vue pratique, puis le point de vue scientifique de l'utilisation de la réalité virtuelle en pédagogie. Alors, à quoi ça peut bien nous servir? On peut rendre l'apprentissage plus réaliste, plus proche de la réalité, que ce soit avec des vidéos 360, avec un enregistrement de la réalité, ou avec des images synthétiques. Et donc ça, pour des apprentissages de professionnels, c'est très important. Vous allez pouvoir entraîner à des procédures complexes, comme pour de la médecine, pour du pilotage. Vous allez me dire, un simulateur d'avion, ça existait déjà, bien entendu, mais voyez la différence entre avoir un simulateur où vous avez un cockpit et il y a tous les instruments qui sont là physiquement et ça a coûté 200 000 euros, et vous avez un casque de réalité virtuelle à 300 euros pour apprendre, et tout est virtuel, mais vous vous familiarisez et vous gagnez du temps. On peut mettre en situation professionnelle, comme l'exemple que je vous donnais tout à l'heure de l'agent de service après-vente, mais il y a de l'entraînement à la négociation, à la prise de parole en public, à la vente, ce genre de choses-là. On peut faire visiter à nos élèves, à nos étudiants, des lieux archéologiques. On peut aussi les faire voyager dans le temps en leur donnant l'impression qu'on y est vraiment. Et donc ça, c'est intéressant. Aller dans l'espace, à part pour quelques milliardaires, c'est pas possible. Mais là, vous pouvez y aller, et en regardant dans toutes les directions, en ayant vraiment l'impression d'y être. Rentrer dans le corps humain, comme je le disais tout à l'heure. Pour l'apprentissage de l'architecture, du design, eh bien, de pouvoir modeler les choses en y étant vraiment immergé, ça va aussi changer l'apprentissage. Ça permet, dans plein de disciplines, la mise en pratique des connaissances. Un autre avantage d'une autre nature, c'est que ça isole vos élèves de l'environnement extérieur, des autres qui les embêtent, de ceux qui se moquent. Et donc ça peut être un avantage. Vous pouvez commencer à les mettre en situation professionnelle dangereuse sans les mettre en danger, ou simplement leur montrer une fusion, une réaction chimique sans que ce soit dangereux pour eux, avant de les mettre dans la vraie situation, si celle-ci est possible. Vous pouvez éviter des situations coûteuses. Par exemple, Airbus utilise la réalité virtuelle pour certaines manipulations de bouts d'avion, et pour lesquelles ça coûte cher de déplacer ce bout d'avion, de faire venir tous les apprenants ou tous les stagiaires ou tous les ingénieurs en même temps. Ça va permettre de le faire et de vraiment qu'ils aient l'impression d'y être, et c'est donc plus intéressant pour ce genre de choses qu'une simple vidéo. Bien entendu, il faut bien les choisir. Et ça permet de limiter les déplacements pédagogiques quand ils sont coûteux et polluants.
Les inconvénients, il y en a. Vous avez un seul casque par apprenant. Donc, si vous avez une classe de 30, vous n'avez pas forcément euh, 30 casques. Et même si vous aviez 30 casques, pour certaines applications, vous avez besoin d'un espace important. Et pour les applications qui ont le besoin de moins d'espace, vous avez quand même besoin d'un espace de 2 mètres par 2 mètres au minimum si l'élève il est assis sur une chaise. Là maintenant, c'est la mise à jour, eh ben, c'est chronophage pour l'instant. C'est comme on est dans de la nouvelle technologie, il y en a encore plus que sur les PC ou vos téléphones. Si vos élèves ou vos apprenants, ils sont pas encore autonomes en réalité virtuelle, ben, si vous voulez en lancer 20 dans l'application, leur montrer, le faire pour eux, vous allez passer les 40 premières minutes de votre séance à la faire démarrer. Donc, vous avez tout intérêt à ce que ça dure pas 1 heure, parce que sinon, il vous reste plus de temps du tout pour faire ça. Et ensuite, ça peut nous isoler, nous, du côté de l'enseignant, de nos élèves, si on n'a pas un dispositif de monitoring qui nous permet de voir où ils en sont, s'ils sont avancés, s'ils sont bloqués. Vous avez ce petit risque du motion sickness, le mal des voyages, qu'on peut avoir en réalité virtuelle. Alors, il faut quand même se dire qu'il y en avait beaucoup plus dans le passé, et avec les casques qui existent, qui ont plus de 3-4 ans, et donc c'est ce qu'on trouve quand même pas mal encore, et qu'il y en a de moins en moins. Mais il y en aura toujours. Et donc, ça reste quand même un problématique parce que quand vous faites cours, vous ne prenez pas toujours vos élèves en voiture. Et là, voilà, si vous, sur 30, vous en avez un qui a ce problème-là, ben, il va bien falloir résoudre comment vous faites pour le former. Et j'ai pas de réponse à ce problème-là sur la généralisation complète de la réalité virtuelle. Si on parle maintenant du point de vue de la science, donc des chercheurs en psychologie cognitive, sciences de l'éducation, EIAH, les informaticiens pour l'apprentissage, on va dire, dans les sciences, techno, ingénierie, mathématiques, c'est très utilisé et ça marche bien. C'est-à-dire que ils arrivent à apprendre et de multiples études ont montré que l'apprentissage était amélioré par rapport à un apprentissage sans réalité virtuelle avec la réalité virtuelle. Pour les SHS, ça permet aussi d'améliorer les choses. Ça va permettre des simulations qui vont permettre de mieux comprendre aussi. Donc, ça marche bien. Un autre domaine où est beaucoup utilisée la réalité virtuelle, c'est l'éducation médicale et l'éducation à la santé. C'est très utilisé dans les soins infirmiers, c'est utilisé aussi en médecine, mais par exemple, la dernière méta-analyse que j'ai lue, c'est là où les résultats étaient le pire. C'est-à-dire que c'était même, ils apprenaient, même si c'est très à la mode, eh bien, les apprenants apprenaient moins bien avec la VR que s'ils étaient sans la VR. Donc, c'est probablement pour des raisons technologiques que c'est des choses peut-être un peu plus compliquées. Toujours est-il que pour l'instant, enfin, si je vous dis méta-analyse, donc une méta-analyse, c'est un travail qui a été fait, qui a dû durer 1 an sur les études des autres des années passées. Donc, on va dire qu'on a 2 ans de retard quand on dit quelque chose comme ça. Mais pour l'instant, enfin, jusqu'à il y a 2 ans, c'était pas encore très efficace. Donc, il vaut mieux quand même le garder en tête. Les choses sont pas toujours intuitives. Voilà. Donc, dans l'enseignement supérieur, donc on va dire que ce que je vous ai mis en premier, les 3 premiers, c'était plutôt secondaire, primaire. Et dans le supérieur, moi, ça marche aussi, ça augmente pas mal la motivation et les capacités, sur les capacités spatiales, c'est intéressant aussi. Donc là, je vous ai parlé des disciplines qui étaient améliorées par la réalité virtuelle. Si maintenant je vous parle des avantages qu'on peut voir par rapport à la pédagogie, ben, ça va augmenter la motivation, donc, et sans forcément aller sur l'effet du nouveau joujou, hein,
ça commence à exister depuis suffisamment longtemps maintenant. Donc les gens vont être plus motivés pour venir. L'engagement, donc les efforts qu'ils vont faire, qu'ils vont continuer à travailler. Les émotions positives, donc c'est toujours bon quand on est en train d'apprendre. Et il y a un autre côté qui est un peu différent, mais sur l'empathie. Pour faire comprendre des choses qui nécessitent de l'empathie, eh bien, la réalité virtuelle s'est montrée bien plus performante que de simples vidéos. Par exemple, la sécurité routière utilise la réalité virtuelle parce que vous retrouvez au milieu d'un accident et avoir votre conjoint et vos enfants déchiquetés, c'est pas pareil que de les voir sur un écran de télé où on voit tout le temps des morts. Et donc ça augmente un peu ce côté-là. Aller dans un bidonville et voir des gens en très mauvais état. Mais tout ça, ça a été prouvé, ça marche beaucoup plus qu'une vidéo ou qu'un écran de cinéma. Donc vous avez ce côté-là qui est intéressant et vous avez la possibilité d'avoir un apprentissage qui va être dit expérientiel et qui va être plus efficace, qui va permettre, ça dépend un peu des disciplines bien entendu, et qui va permettre aux étudiants, à vos élèves de vivre des expériences dans un environnement qui va être simulé et qui correspond à vivre des expériences et donc ça s'encode différemment en mémoire épisodique, notamment ce genre de choses-là, mais je ne rentrerai pas dans les détails ici. Donc je vous ai mis, si vous regardez la diffusion, un petit peu toutes les références scientifiques. Alors, maintenant, les mauvais côtés. Qu'est-ce qui peut limiter le fait que la réalité virtuelle, ça va être efficace? La première chose, c'est la notion de charge cognitive. Le mot courant, vous trouverez aussi charge mentale. On parle de la charge mentale souvent des femmes qui ont plus de choses à penser, par exemple. Et bien là, quand vous allez rentrer dans votre monde virtuel, vous pouvez avoir une charge cognitive extrinsèque, celle qui ne correspond pas à la tâche, pas à mon apprentissage, qui va être trop lourde et qui va m'empêcher d'apprendre. Qu'est-ce que ça peut être? Eh bien, ça peut être une interface trop complexe. Ça peut être que on utilise 4 boutons par doigt et moi, j'ai pas encore retenu quels étaient les 4 boutons. Et de toute façon, si j'ai 8 boutons à retenir, ben déjà, il me faudrait 2 heures pour m'entraîner à connaître ces 8 boutons par cœur. Et ce genre de choses-là, ça peut faire que votre charge cognitive, elle est trop élevée et donc vous n'allez pas apprendre. Ça a été étudié par des collègues scientifiques et c'est effectivement le cas. Donc, eh bien, il faut faire attention, il faut faire des choses simples. Souvent, je donne l'exemple pour faire un parallèle alors, mon auditoire, je ne vois pas bien à quel point il est jeune, mais la première fois où on a eu une souris dans les mains, pour les personnes de mon âge, eh bien, on n'était pas très adroit. Personne était adroit. Et il a fallu quelques semaines avant que tout le monde devienne droit. Et maintenant, ça paraît trivial, mais c'est pareil pour un contrôleur de réalité virtuelle. Ces choses-là, on peut les abaisser en enlevant les contrôleurs et en faisant tout avec de la reconnaissance des mains. Moi, actuellement, dans la plupart des applications en réalité virtuelle que je fais, j'ai enlevé les contrôleurs et je fais utiliser les mains aux personnes pour ne pas augmenter leur charge cognitive. Une autre chose qui est contre-intuitive, on va dire, on se dit, je sais le faire en réalité virtuelle, mon élève sait le faire en réalité virtuelle, il va savoir le faire dans la vraie vie. Si vous êtes champion de bowling sur un jeu vidéo, que ce soit en réalité virtuelle ou avec une vieille Wii ou quelque chose comme ça, vous n'êtes pas champion de bowling dans la réalité parce que la boule, elle a un poids, parce qu'il y a de la proprioception, il y a plein de facteurs qui vont faire que ça marche pas forcément. Et donc, il n'y a pas toujours transfert. Et il faut en être conscient et il faut le tester. Et ça dépend un peu de ce qu'on est en train d'apprendre. Et c'est pas forcément parce que c'est physique et qu'il y a une boule et qu'il y a de la proprioception que c'est le seul cas où il y aura pas transfert. Donc, quand même à retenir et utiliser la réalité virtuelle quand ça n'a pas d'intérêt particulier, c'est pas la peine. Vous imaginez, vous voulez juste montrer une vidéo avec un schéma.
il vaut mieux le faire au tableau ou à l'écran ou le projeter. Vous n'avez pas besoin de mettre 20 casques de réalité virtuelle. Vos élèves vont juste se rappeler qu'il a fallu 20 minutes pour les installer et 10 minutes pour les désinstaller. Donc, il faut bien choisir là où on en met. Ça ne sert à rien d'en mettre partout. Et le dernier point qui est ici, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Diverses études ont montré que ça marchait pas, pas toujours. Et parfois, moins bien. Donc, dans ces cas-là, il vaut mieux s'abstenir pour l'instant, tant que la technologie n'est pas mieux. Vous avez ici toutes les références. Vous pourrez les retrouver si vous le souhaitez. Je vais parler de un ou deux cas particuliers. Alors, il y a quelque chose qui s'appelle la cognition incarnée. Donc, c'est un paradigme. Je ne sais pas s'il est étudié en INSPE, mais j'ai pas mal de collègues en INSPE qui travaillent dessus. Donc, j'imagine que vous aussi. Donc, c'est l'idée qui est l'inverse, l'opposé de la vision computationnelle de la cognition, c'est-à-dire que il y a la version où on se dit tout est dans notre tête, tout est dans notre cerveau, et le reste, c'est que des périphériques. Et la cognition incarnée, c'est dire que toute la cognition se passe dans l'ensemble de mon corps. Il est actif. On sait qu'on retrouve des neurones un peu partout. Je ne suis pas en train de dire que c'est ça, c'est juste pour l'illustrer. Et on encode mieux les choses, entre autres, quand on est en train d'agir avec l'ensemble de son corps. Et donc, l'idée, c'est qu'on va s'en rappeler mieux, on va pouvoir aussi le réactiver mieux. Et donc ça, à quoi on peut s'en servir? C'est pas mal utilisé dans l'apprentissage des langues. Euh, donc, vous avez votre avatar et vous allez discuter avec d'autres personnes, mais vous allez faire une activité, vous allez bouger en même temps. Vous allez peut-être prendre un objet. Dans mon laboratoire, on a fait des expériences comme ça pour essayer d'améliorer l'apprentissage de l'allemand, du chinois avec la cognition incarnée. Ça pourrait être, vous imaginez que vous dessinez un vecteur en réalité virtuelle. euh, donc ça peut vous aider aussi à mieux comprendre des concepts géométriques. Et voilà, en science, vous pouvez faire des choses qui ne seraient pas possibles dans le monde réel, mais pour mieux comprendre. Et les apprenants vont mieux retenir les choses grâce à cela. Second cas particulier, je vous ai parlé tout à l'heure du métaverse. Eh bien, dans le métaverse, vous allez avoir plusieurs élèves, plusieurs apprenants qui vont se retrouver dans un même monde. Évidemment, vous n'allez pas les disperser dans plein de mondes différents. Vous allez les mettre ensemble. Ils vont se retrouver, par exemple, dans une classe, dans une cour, dans le passé, chez les Romains. Et vous allez les faire travailler ensemble, à distance ou à côté, peu importe, mais ça peut être à distance. C'est bien l'intérêt du métaverse. Et ainsi, en travaillant ensemble, ils vont être plus motivés. S'il y en a qui sont loin, vous imaginez, vous avez des élèves qui sont malades ou handicapés ou qui vivent dans des lieux où ils ne peuvent pas se déplacer. Eh bien, on va abaisser leur isolement grâce à ça. Donc ça, ce côté positif de regrouper les gens, qu'ils soient à côté ou pas. L'inconvénient, c'est qu'il faut une étiquette, une éthique. La étiquette, c'est pour le net, et donc il faudrait une VR étiquette afin d'éviter les mauvais comportements, parce que c'est plus facile d'être odieux, d'avoir des comportements déplacés en réalité virtuelle. Donc il y a cette nécessité-là. Mais par exemple, eh bien, après qu'il y ait eu quelques problèmes qui étaient évoqués par les médias, dans le métaverse de Meta, il y a un espace dans lequel on ne peut pas s'approcher des autres pour éviter ce type de comportement. Et il y a un bouton pour dire attention, là, il y a un comportement qui est à éviter. Le deuxième inconvénient important, c'est que on a besoin d'une très bonne connexion Internet. La réalité mixte, ça aussi, c'est intéressant, dernier cas particulier pour la pédagogie.
Vous allez avoir votre monde réel et vous allez rajouter des éléments virtuels. Par exemple, premier exemple, pour apprendre le piano, vous voyez à gauche ce que voit l'apprenant s'il est tout en réalité virtuelle, et si on est en réalité mixte, c'est ce qu'on voit à droite. Donc c'est le côté réalité mixte. Il y a son vrai piano ici, et par contre, il y a des informations en plus. Je vous montre. Il voit les notes arriver. Donc il n'est pas sur son vrai piano arrivé dans la partie de droite. Donc vous voyez l'idée à travers cette vidéo. La partie de droite, je répète, c'est la réalité mixte. Et l'avantage, c'est qu'on a la proprioception ici. Tous les professeurs de piano seront d'accord. On a la touche, on a son poids, on a sa dynamique. Ce qui, dans la partie de gauche, il n'y a pas de piano. La personne, elle apprend, mais elle n'a pas la proprioception. Donc, c'est un des intérêts de la réalité mixte. Et ça, c'est avec les petits casques à 350 € dont je vous parlais tout à l'heure. Et si on est maintenant, je vous mets un autre exemple plus industriel, avec des lunettes de réalité mixte de type Microsoft HoloLens. La personne met ses lunettes et à partir de là, elle va avoir des informations supplémentaires dans son atelier. Vous voyez, quand elle rentre, elle va avoir des panneaux supplémentaires qui vont s'afficher. Ça peut être le manuel d'utilisation, ça peut être l'état de l'appareil, ça peut être pour le faire démarrer à distance. Donc voilà, et donc cette dimension-là, en fonction de ce qu'on est en train d'apprendre, ça peut être intéressant. Vous imaginez la réalité mixte, vous les amenez dans un muséum, et il faut qu'ils reconnaissent les pièces d'un dinosaure, ou dans un musée d'histoire naturelle où vous allez avoir des plantes, et vous allez ils vont pouvoir manipuler des parties virtuelles qui auront été rajoutées. Alors, après vous avoir fait ce petit tour de la réalité virtuelle, à quoi elle pouvait être utilisée pour la pédagogie, je vais vous présenter un petit peu les recherches que je fais sur un élément qui me semble intéressant. C'est sur l'avatar, et pas l'avatar de l'utilisateur, comme on en parle toujours, mais celui de l'enseignant. Donc, on a de plus en plus, de par l'augmentation de l'utilisation du numérique, des avatars d'enseignants dans les environnements virtuels, en réalité virtuelle, mais aussi dans les vidéos pédagogiques. Là, je ne sais pas parce que je ne vois pas ce que vous voyez. Vous me voyez peut-être en incrustation à côté de mes diapositives. Et quand on a des vidéos qu'on fait passer en asynchrone, on a pris l'habitude de mettre la tête du prof. Vous avez des sociétés qui créent des logiciels pédagogiques, elles mettent soit une vidéo de l'enseignant, soit elles mettent des petits avatars avec des têtes qui vont être de type cartoon ou pas. Eh bien, en fait, la plupart des gens, soit ils mettent la tête pour que ce soit plus réel. Quand ils mettent les petits avatars, ils s'imaginent que ça a un effet pédagogique. Et en fait, ça a plein d'effets, cette forme de l'avatar de l'enseignant, en fonction de si on s'identifie ou pas. Alors, si c'est un trombone, évidemment, vous n'allez pas vous identifier. Mais si ça a une forme humaine, vous pouvez ou pas vous identifier. Vous pouvez imaginer par un côté réaliste, par un côté de genre, par un côté, il est tout maigre comme moi, ou il est tout gros comme moi, ou il est blond, ou il a telle ou telle couleur de peau. Donc, on va voir qu'est-ce que ça fait, cette identification à l'avatar. Donc, ça va un peu au-delà de la réalité virtuelle. Moi, je l'ai utilisé plutôt là-dedans. Et on va le relier aussi à un concept, l'auto-efficacité ou le sentiment d'efficacité personnelle. C'est le même
le même concept introduit par Bandura, qui est la croyance en ma propre capacité à réussir une tâche. Et on va voir eh bien, que cette auto-efficacité pour une tâche particulière, elle va aussi être influencée par l'identification à l'avatar. Donc les avatars, ils peuvent avoir des têtes comme ça, ils peuvent être beaucoup plus cartoon, moins réalistes, hyper réalistes, on ne le voit peut-être pas bien dans cette petite copie d'écran. Les avatars, ils vont avoir un sexe ou un genre, ils vont avoir une apparence ethnique, ils vont être blancs, noirs, gris. Ils vont avoir des vêtements qui vont leur donner un style, un âge, et puis ils vont avoir un comportement. Là, comme je vous ai pas en face, je bouge pas trop avec les mains, mais normalement, quand je fais une conférence, j'arrête pas de les bouger dans tous les sens. Et tout ça, ce sont les caractéristiques de l'avatar. Ça va permettre ou pas, produire ou pas une identification par l'apprenant. Alors, c'est quoi cette identification? C'est un processus psychologique qui va être généré par le fait que je ressens une similitude et j'établis un lien émotionnel avec l'avatar, qu'il ait l'air réaliste ou pas. C'est quoi les facteurs? Ben, c'est ce qu'on disait juste avant, ça peut être le genre, l'origine ethnique, à quoi il s'intéresse, de quoi il est spécialiste. L'avatar qui va... moi, je m'intéresse à l'astronomie et je vais voir un avatar qui est tout le temps en train de regarder le télescope. Eh bien, je vais peut-être m'identifier, même s'il n'a pas l'air complètement humain. L'avatar aussi, en fonction de ce qu'il a l'air crédible ou pas, ben, je vais m'identifier ou pas. Son attractivité, ça va jouer aussi. Si je m'identifie à l'avatar, qu'est-ce que ça va avoir comme effet? Eh bien, l'attention va être accrue, la motivation aussi, je vais mieux apprendre et je vais aussi mieux intégrer des valeurs. Et aussi, je vous ai parlé de l'auto-efficacité, le sentiment d'efficacité personnelle juste avant, mais on va avoir dans mes études que ça permet de l'augmenter. Alors, comment l'avatar de l'enseignant il nous influence aussi? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Eh bien, quand je le vois, je fais des mécanismes de comparaison sociale vont faire que je peux vouloir aspirer à atteindre ses compétences. Si je m'identifie à lui, en me disant, ah, j'aimerais bien être comme lui. Il va me servir de modèle, donc c'est la deuxième chose que je viens de dire, c'est un petit peu la même chose et ça joue. Et ça va marcher bien si l'avatar il montre qu'il est capable d'utiliser le télescope, par exemple. Et un avatar qui va avoir l'air brillant, eh bien, il peut inspirer les élèves à exceller. Et ça ne sera pas forcément toujours le cas, on le verra après. Donc l'auto-efficacité, j'y reviens. Donc je vous remets sa définition traduite en français. C'est la croyance qu'on a en notre capacité à s'organiser pour réaliser et à réaliser les actions nécessaires pour accomplir une tâche ou un objectif. Donc c'est pas un concept général, c'est pas j'ai une grande auto-efficacité, c'est j'ai une grande auto-efficacité en astronomie pour voir Mars, par exemple. Quel est l'intérêt? Pourquoi j'en parle? Eh bien, dans le contexte éducatif, ça nous intéresse parce que si mon auto-efficacité pour une tâche ou un objectif donné, par exemple être bon en maths, ça va augmenter ma motivation, ma persévérance et en conséquence mes résultats scolaires. Donc si on peut l'élever grâce à l'avatar, ben, on sera content parce que ça a un intérêt. Quels sont les facteurs qui font que cette auto-efficacité, elle peut être accrue? Vous avez les expériences antérieures. Si vous avez la tâche d'utiliser un télescope et si vous êtes arrivé 2-3 fois à attraper Mars avec votre télescope, ben, ça va augmenter votre auto-efficacité. Si des personnes qui vous ressemblent y arrivent, si votre meilleur ami,
votre petite sœur, votre grand frère, vos parents arrivent tout le temps à voir Mars, eh bien, vous allez aussi avoir une auto-efficacité pour cette tâche qui va être plus élevée. Si votre prof d'astronomie ou vos amis vous disent tout le temps que vous êtes très bon pour trouver les planètes, eh bien, vous aurez une auto-efficacité élevée pour trouver Mars, même si vous l'avez encore jamais trouvé, et ça va augmenter votre auto-efficacité. Je vous réexplique après ce que ça fait. Et aussi, votre état affectif va avoir un effet sur l'auto-efficacité. Cette auto-efficacité, si elle est élevée, qu'est-ce que ça va faire? Je vais faire des meilleurs choix de stratégie, par exemple, pour y arriver. Je vais me dire, ah non, je ne vais pas utiliser le télescope qui est là, je vais le brancher à mon ordinateur parce que je vais pouvoir utiliser tel ou tel logiciel. Je vais faire plus d'efforts pour y arriver. Je vais être plus persévérant, donc je vais insister plus longtemps. Je vais résister, être plus résilient à l'adversité. Et j'aurai des pensées plus positives quand je chercherai à trouver Mars. Et grâce à ça, évidemment, on y arrivera plus, et il est probable que j'arriverai à trouver la planète avec mon télescope, sauf si à ce moment-là, elle est évidemment pas visible. Donc voilà pourquoi on veut essayer de l'augmenter. Et comment on peut faire ça? Donc vous avez ici les 4 sources. Ici, l'auto-efficacité, ça va permettre de mieux apprendre. Eh bien, moi, mon idée, c'est avec l'avatar, qu'est-ce que je peux améliorer? Les expériences vicariantes, voire un avatar de quelqu'un qui a réussi à faire les tâches. Et par exemple, si l'avatar de l'enseignant auquel je m'identifie, il arrive à regarder Mars avec son télescope, ben je me dis que moi aussi, je vais y arriver. Si par contre, je trouve que c'est l'opposé de moi-même, qu'il est 10 fois plus intelligent, adroit que moi-même, par exemple, donc il ne me ressemble pas, eh bien, ça ne va pas m'aider. Donc, cette identification à l'avatar, notre objectif, c'est de lui faire augmenter l'auto-efficacité parce que les apprenants réussiront mieux. On va le faire grâce à l'identification. Si on voit l'avatar réussir ou qu'il a l'apparence de quelqu'un qui sait faire ces tâches-là et qu'il nous ressemble, eh bien, ça va augmenter notre auto-efficacité. C'est pareil que si mon frère ou ma sœur ou mes amis savaient le faire. À l'opposé, si je me sens très distant entre l'avatar et moi, je vois que lui, il y arrive, eh ben, je vais avoir moins confiance. L'auto-efficacité, c'est pas exactement la confiance. C'est la capacité, on se sent capable de s'organiser, de faire tout ce qu'il faut pour arriver à la tâche. Et donc, là, pour vous l'illustrer, eh bien, vous imaginez, vous ne voulez pas mettre votre tête dans votre logiciel pédagogique pour arriver à faire de la physique relativiste. Vous mettez Einstein. Ben, Einstein, il ne me ressemble pas. Je ne suis pas convaincu qu'il vous ressemble non plus. Eh bien, ça ne va pas faire augmenter mon auto-efficacité. Et si par contre, dans mon logiciel pédagogique pour la physique relativiste, je mets quelqu'un qui me ressemble, auquel je m'identifie, ben, ça va faire augmenter mon auto-efficacité. Donc, vous voyez, c'est complètement contre-intuitif. Et ça ne marchera pas toujours comme ça. Parfois, ça peut être intéressant de générer une aspiration à être, j'ai envie de devenir comme Einstein parce que c'est mon idole. Donc, il va y avoir un combat entre ces deux choses-là. Une autre idée qu'on peut utiliser, il y a un effet qui s'appelle l'effet Proteus, qui a été étudié non pas avec les avatars de l'enseignant, mais avec l'avatar du propre utilisateur en réalité virtuelle. Et en fait, les études sur l'effet Proteus, elles ont montré que c'est un peu comme une dissonance cognitive, c'est pas exactement ça, mais c'est un processus similaire. Ben, si je suis différent de l'avatar, ça crée comme une dissonance cognitive et je vais avoir envie de plus en plus à être comme lui. En fonction, donc, si c'est moi qui l'ai fait, ou peut-être encore plus facile, mais peut-être c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait, et on a tendance à vouloir ressembler à son avatar si on n'est pas capable de modifier l'avatar pour qu'il nous ressemble.
Et donc, avec une étudiante à moi, dont je vous parlerai après, on s'est dit, pourquoi on ne projetterait pas ça et ça ne marcherait pas aussi côté avatar de l'enseignant. Donc là, je vous ai donné plein d'éléments pour dire, plus je m'identifie à l'avatar de l'enseignant, meilleur va être mon sentiment d'auto-efficacité et probablement mon apprentissage. Donc, je vais vous montrer deux études qu'on a faites l'année dernière. Donc la première, c'était avec Élodie Garros, et c'est l'identification aux agents virtuels et en fait entre le père et l'expert, entre la personne qui me ressemble et le spécialiste, entre quelqu'un qui est comme moi, alors moi je suis prof à la fac, et Einstein. Je ne suis pas du tout Einstein. Et je ne m'identifie pas à Einstein. En gros, c'était ça le thème. On l'a fait dans la formation en ligne à la sécurité sur les chantiers de construction. On s'est demandé, comme je vous disais, entre un agent pair et un expert, d'abord, est-ce que je vais m'y identifier ou pas? Ensuite, est-ce que cette identification elle va avoir un effet sur le sentiment d'auto-efficacité? Et enfin, parce que c'est quand même notre but, c'est pas juste de se sentir capable, c'est d'y arriver, est-ce que ça va avoir un effet sur les résultats académiques? On a fait une étude. Alors, cette étude, c'était avec des vidéos, mais ces vidéos, c'était l'enregistrement d'une application en réalité virtuelle que j'ai faite et qui sera dans la deuxième étude, vraiment en réalité virtuelle. Mais là, vous voyez, ça a été fait en ligne, sur Internet, avec un écran d'ordinateur. On a eu 60 participants. Le questionnaire a été fait avec Qualtrics. Et la moitié des participants avaient un agent expert et l'autre moitié avait un agent pair, donc qui ressemblait à eux et qui avait le même genre que ici. Donc en fonction, un jeune homme ou une jeune femme. Et l'expert, comment on a fait? Eh bien, on a cherché avec l'IA, avec Internet, le stéréotype du chef de chantier. Et donc, il a une chemise à carreaux, il a un petit ventre, il est mal rasé. Voilà, ça c'est le stéréotype, c'est pas nous qui l'avons inventé, évidemment. Donc on a fait l'avatar de ces deux choses-là. Vous voyez qu'on n'est pas dans des avatars ultra réalistes. C'était pas le but. Ça c'est la forme des Et vidéos. là, je vois qu'on peut tomber dans les trous, tomber des balcons et un risque d'éboulement. Donc, En fait, on avait dans la vidéo, on voyait ce qui se passait en réalité virtuelle, l'avatar qui montrait la scène, qui indiquait qu'est-ce qu'il fallait mettre comme un panneau de protection collective. tomber. Ensuite, le risque d'éboulement. Donc voilà, en gros, ils avaient une vidéo de 6 minutes, si je me souviens bien. Qu'est-ce qu'on avait comme instrument de mesure pour notre expérimentation? On regardait le sexe, le genre, l'âge, pardon. S'ils connaissaient le sujet, on avait éliminé les gens qui ne connaissaient pas. Ils avaient la vidéo. La seule différence en fonction de si c'était un groupe expert ou pair, c'est que dans un cas, ils avaient notre chef de chantier stéréotype. Et dans un autre cas, ils avaient quelqu'un qui leur ressemblait un peu plus. On avait réutilisé un instrument de mesure, une échelle d'identification aux agents virtuels. On avait mesuré leur sentiment d'auto-efficacité pour être capable de mettre les panneaux de signalisation de danger, ceci avec une échelle de Likert entre 1 et 7. Et à la fin, l'apprentissage, on l'avait mesuré avec un test de connaissance sur l'identification des risques. Et pour s'assurer, on avait aussi contrôlé la perception de la compétence de notre chef de chantier ou agent pair. Qu'est-ce que ça a donné? Eh bien, dans le groupe qui étaient avec l'expert, l'identification était beaucoup plus basse, comme vous le voyez ici, que dans le groupe avec des pairs. Il n'y a même pas
d'intersection, il y avait une différence significative. Donc, déjà, c'était un contrôle, parce qu'après tout, on aurait pu se tromper et tout le monde aurait pu s'identifier au chef de chantier. C'est ce qu'on fait quand on a une démarche rigoureuse, on vérifie, et on a bien eu une identification qui était beaucoup plus importante quand c'était l'agent pair. Ensuite, on a fait une régression linéaire pour voir le rapport entre cette identification, ici, c'est plus elle, on va par là, plus elle est élevée, et le sentiment d'auto-efficacité. Et notre régression linéaire était significative, elle répondait à toutes les exigences du test de régression linéaire. Et donc, on voit ici que plus je m'identifie, eh bien, plus mon sentiment d'auto-efficacité augmente. Donc, on avait nos deux premières questions qui étaient, pour lesquelles la réponse, nos deux premières hypothèses pour lesquelles la réponse était oui. Par contre, eh bien, pour l'apprentissage, vous voyez, ça, c'est mon SAE qui augmente, mon sentiment d'auto-efficacité qui augmente. Et ça, c'est le score. Et quand vous voyez le graphe, on voit bien qu'il n'y a rien, il n'y a pas de régression linéaire, il n'y a pas de fonction évidente. Et donc, ici, on a notre sentiment d'auto-efficacité, il n'a pas eu d'impact sur l'apprentissage. Maintenant, il faut bien se dire, j'ai vu la scène, mon SAE a augmenté, c'était 6 minutes d'apprentissage, peut-être que c'était vraiment trop court pour que ça ait un effet sur l'apprentissage. Donc voilà, c'est la seule réponse qu'on a au fait que ça n'ait pas marché, mais par contre, c'est quand même intéressant de voir qu'on a pu augmenter leur sentiment d'auto-efficacité. On a vu que avec l'avatar expert, il y avait une plus faible identification, et donc ça avait une influence négative sur l'auto-efficacité, puisque en gros, ça correspondait à ces parties. Vous voyez, l'expert, c'était entre 9 et 13. Donc l'expert, il était jusque-là. Ça, c'est la zone, excusez-moi, ça, c'est la zone de l'expert. Le sentiment d'auto-efficacité, il était là avec l'expert et il était là-haut avec le pair. Donc, il faut faire attention à quand on met un avatar expert. Malheureusement, je n'ai pas encore la réponse de quel est l'équilibre à jouer, à partir de quand on peut mettre un expert. Est-ce que c'est à partir du moment où les gens sont en doctorat de physique qu'on peut leur mettre Einstein dans les vidéos pédagogiques? Je ne sais pas. Voilà. Mais par contre, ça n'a pas marché dans notre expérience sur la performance. Deuxième étude, donc c'est avec le même dispositif, mais ce coup-ci en réalité virtuelle. Et pour l'identification, ce qu'on a regardé, c'est la congruence raciale. Donc, si j'étais, alors on n'a pas trop l'habitude de faire des études comme ça. La plupart des études qu'on a lues avec Robin Ville, avec qui on a fait ce travail, étaient plutôt américaines, on va dire. Et donc, c'est voir si quelqu'un de caucasien, on lui mettait un avatar caucasien. Quelqu'un dont la peau était plutôt de type noir, soit on lui mettait un avatar noir, ou pas. On va avoir la moitié des apprenants, je parle dans 2 diapositives, où il y aura congruence raciale, donc l'avatar de l'enseignant va leur ressembler, il aura la même, on s'est limité à la couleur de peau pour l'instant, hein, donc il aura la même couleur de peau qu'eux. Nos questions, c'était quoi? Eh bien, est-ce que la congruence raciale, elle améliore l'apprentissage? Et donc, mon étudiant, il n'étudiait pas l'auto-efficacité. Mais dans son questionnaire, j'avais mis l'auto-efficacité et donc je vous montrerai les résultats. Mais ça ne faisait pas partie des questions de cette recherche, d'ailleurs qui va être présentée à la conférence sur Computer Supported Education dans 2 mois. Il avait cette question-là et il avait la question aussi du genre, parce qu'on avait lu pas mal que ça pouvait influencer et on a voulu regarder ça. Mais le thème principal, c'était quand même la congruence ethnique simplifiée à la couleur de peau.
il y avait moins de participants parce qu'en réalité virtuelle, ça demande plus de temps. Et vous voyez, donc là, on avait un, un instructeur qui était plutôt africain, ici plutôt de type européen, caucasien. On avait quatre couleurs de peau, on, on- on va dire, et en fonction, et avec les deux genres, avec les deux sexes, pardon. Ça a été réalisé, cette expérience, avec des casques MetaQuest 3, avec la même formation dont je vous ai montré un petit extrait tout à l'heure en réalité virtuelle. Questionnaire en ligne avec Qualtrics, dans lequel on mettait le genre, la perception de l'utilité scolaire, la discrimination qu'ils avaient pu percevoir, parce que c'était une des questions de mon étudiant, et on avait éliminé toutes les personnes qui étaient déjà expertes sur le sujet étudié. Déjà, vous avez ici le groupe congruent, donc on leur a donné la même ethnicité que pour l'avatar du formateur. Au niveau des résultats, vous voyez que c'est bien mieux, il n'y a pratiquement pas d'intersection, c'était très significatif avec une grande taille d'effet, donc ils ont beaucoup mieux appris. Donc vous voyez ce résultat qu'on n'a pas réussi à avoir dans l'autre expérience, là ça a été très élevé. Euh, donc, c'était très intéressant, sans parler de sentiment d'auto-efficacité encore, parce que c'est pas ce qu'étudiait euh, mon étudiant. Maintenant, c'est les choses que j'ai rajoutées moi après qu'on ait fait les choses ensemble. Enfin, je les ai rajoutées cet après-midi pour vous dire, hein, pour vous donner un peu plus de matière. Bien déjà au niveau de l'identification, quand c'était congruent, c'était beaucoup plus élevé. Alors qu'on n'a pas cherché à ce qu'il leur ressemble plus que la couleur de peau. Donc c'était quand même très nettement plus élevé l'identification quand on était congruent que pas congruent. Ça paraît logique. Et vous voyez, c'est proche de zéro quand on change la couleur quand on change la couleur de peau. On a voulu voir si ça avait eu une influence sur le sentiment d'auto-efficacité. Et comme pour l'autre étude, le sentiment d'auto-efficacité est beaucoup plus élevé pour le groupe congruent. Donc ça a bien eu cet effet-là. Et on a le sentiment d'auto-efficacité qui a influencé la performance ici, ce qu'on n'a pas pu avoir dans l'autre étude. Donc, en plus que ce soit meilleur pour le groupe congruent, le SAE, ben, plus il a été élevé, meilleure a été la performance. Donc, c'est relativement intéressant parce que dans cette étude, ben, on confirme tout ce que je vous ai suggéré tout à l'heure en vous faisant un petit peu euh, l'état de l'art et là où on voulait aller. On a testé un effet du sexe. Il n'y a eu aucune différence. Les hommes ont été un petit peu meilleurs que les femmes. J'ai regardé dans l'autre étude, celle du début, qui était par questionnaire et pas en VR. Et là, les hommes étaient plus forts. C'est tout juste significatif. Mais bon, c'était intéressant à voir pour comparer les choses. Donc, cette étude, eh bien, elle confirme que la congruence ethnique, ça a un impact positif sur les performances d'apprentissage, sur le sentiment d'auto-efficacité, et que le sentiment d'auto-efficacité, il a un impact positif sur la performance d'apprentissage. Donc, c'est cohérent avec les auteurs qu'on avait trouvé de plus représentatifs. Et par contre, pour le genre, eh bien, il n'y a pas eu d'effet. Je sors de mes études. Qu'est-ce que ça a comme implication? Eh ben, il faut penser quand on fait des avatars, quand vous concevrez des applications pédagogiques avec des avatars peut-être dans quelques années ou bientôt, ben, il faut faire attention à l'apparence, à l'origine ethnique. Si on regarde d'autres publications, à la congruence de genre. Il faut qu'ils aient l'air crédibles et compétents parce que s'ils me ressemblent mais qu'ils ont l'air de pas y arriver,
ça va pas augmenter mon sentiment d'auto-efficacité. Il faut que je trouve qu'il me ressemble sur certaines dimensions et qu'en plus, soit je les vois réussir, soit on sait qu'ils sont chefs de chantier, par exemple, et donc, même si je les ai pas vus sur le chef de chantier, je sais qu'ils le sont. Plus ça ira, plus ça sera intéressant de pouvoir personnaliser les avatars automatiquement. Le danger ici, c'est que si on se met pas à faire attention à ça, eh bien, on risque de perpétuer et continuer à augmenter les problèmes des stéréotypes de genre. Par exemple, que ben, dans les matières scientifiques dures, dites dures, euh, il y a cet effet de stéréotype qui a plus d'hommes que de femmes et que les femmes se sentent moins compétentes, et j'ai fait des études là-dessus aussi, elles avaient un sentiment d'auto-efficacité plus bas sur des apprentissages numériques, par exemple. Après cette identification, là on l'a vu d'un point de vue immédiat, il faudrait voir à long terme si ça perdure ou pas. Donc tout ça pour dire que c'est pas un élément à négliger, c'est pas juste un gadget, ça a des conséquences. Vous avez un peu la liste de toutes mes références et je vais m'arrêter là et répondre à vos questions. Merci.